Des spores gélatineuses provenant d'une planète en train de mourir tombent sur la végétation de San Francisco et se transforment peu à peu en gousses terminées par des fleurs. En rentrant du travail, Elizabeth Driscoll cueille une de ces fleurs et la montre à son petit ami Geoffrey, qui semble plus intéressé par le match diffusé à la télévision. Elle met alors la gousse fleurie dans un verre qu'elle pose sur la table de nuit. Quand elle se réveille le lendemain matin, Elizabeth constate que Geoffrey se montre inhabituellement froid envers elle. Au travail, elle fait part à Matthew Bonnell, son collègue au ministère de la Santé, du comportement étrange de Geoffrey. De retour chez elle, Geoffrey lui annonce au dernier moment qu'il annule la soirée qu'ils devaient passer ensemble et part pour une réunion. Bouleversée, Elizabeth se rend chez Matthew et insiste sur le fait que même si cela semble insensé, Geoffrey n'est plus vraiment Geoffrey. Matthew décide d'emmener Elizabeth à une soirée organisée par son ami et psychiatre le docteur Kibner pour qu'elle puisse lui parler de ses problèmes, quand soudain un homme se jette devant leur voiture en criant « Ils arrivent » avant de s'enfuir. Lors de cette soirée chez le docteur Kibner, Elizabeth regarde celui-ci en train de consoler une femme hystérique qui dit que son mari n'est pas son mari. Quand Elizabeth parle à Kibner, il pense qu'elle tire une conclusion bizarre à propos de Geoffrey et qu'elle cherche peut-être une excuse pour mettre fin à leur relation. Mais des comportements étranges parmi la population inquiètent de plus en plus Elizabeth. Matthew, I've lived in this city all my life, but somehow today I felt everything had changed. People were different. Not just Jeffrey, but everybody. Yesterday it all seemed normal. Today everything seemed the same, but it wasn't. It was a nightmare. It really became frightening. It was like the whole city had changed overnight. Philip Kaufman est un réalisateur, producteur et scénariste né le 23 octobre 1936 à Chicago. Il fréquente l'université de Chicago où il étudie l'histoire et la littérature, et c'est au cours de ses années universitaires qu'il découvre pour la première fois sa passion pour le cinéma. Il réalise en 1964 son premier long-métrage avec un budget restreint, Goldstein, qui remporte le prix de la Nouvelle Critique au Festival de Cannes. En 1972, Kaufman dirige Robert Duvall et Cliff Robertson dans La légende de Jesse James, puis en 1976, il est engagé pour réaliser José Wells hors-la-loi, dont il a écrit le scénario. Mais pendant le tournage, un différend artistique oppose Philip Kaufman et Clint Eastwood. Ce dernier finit par virer le réalisateur et reprendra les commandes du film. Par la suite, Kaufman sera impliqué un temps dans le développement de Star Trek le film, avant de connaître le succès critique et public avec L'invasion des profanateurs. En 1979, il met en scène Les Seigneurs, l'histoire d'une gentille bande d'adolescents italiens dans les années 60, puis collabore au scénario du premier Indiana Jones, où il est crédité comme co-auteur de l'histoire avec George Lucas. L'étoffe des héros, qu'il réalise en 1983, a été un succès critique et remportera 4 Oscars, dont celui du meilleur film, consolidant ainsi la réputation de Kaufman en tant que cinéaste important. Parmi ses autres longs métrages, L'insoutenable légèreté de l'être, en 1988, adapté d'un roman de Milan Kundera, le drame érotique Henry et June, en 1990, le thriller Rising Sun, en 1993, d'après le best-seller écrit par Michael Crichton, ou le très oubliable Instinct meurtrier, réalisé en 2004, qui sera son dernier long-métrage pour le cinéma. Philip Kaufman n'a pas réalisé un grand nombre de films, mais ceux sur lesquels il a travaillé sont reconnus aujourd'hui pour leur intelligence et leur indépendance. Incroyable carrière pour cet immense comédien né le 17 juillet 1935 au Canada, qui, enfant, a souffert de poliomyélite, lui laissant une jambe plus courte que l'autre. Bien qu'il ait grandi au Canada, Donald Sutherland n'a vraiment trouvé sa véritable vocation qu'après avoir déménagé au Royaume-Uni. Une fois arrivé à Londres à la fin des années 1950, il suit une formation à la London Academy Dramatic Art, ce qui lui a valu une première apparition remarquée en 1964 dans le film d'horreur Le Château des Morts-Vivants. Sa performance exceptionnelle dans MASH de Robert Altman en 1970 et dans De l'or pour les braves de Brian J. Hutton sorti la même année fait de lui un acteur de premier plan. On le verra entre autres en 1970 dans le thriller Clout d'Alan J. Pakula, dans le remarquable et perturbant Ne vous retournez pas, réalisé par Nicolas Roeg en 1973, et l'épopée violente de Bernardo Bertolucci 1900, où il interprète une abominable ordure. Il jouera d'ailleurs un certain nombre de méchants et de personnages ambigus, comme en 1981 dans le très bon L'arme à l'œil de Richard Marquand, Backdraft de Ron Howard en 1991, et bien plus tard dans la saga Hunger Games sous les traits du président Snow.
Autre passage remarqué en 1991, dans le film d'Oliver Stone, JFK, où il interprète le mystérieux Monsieur X, Alerte de Wolfgang Petersen en 1995, Le droit de tuer de Joel Schumacher l'année suivante, l'une des rares fois où il est apparu aux côtés de son fils Kiefer. Malgré une flopée de rôles majeurs, Donald Sutherland n'a jamais été nommé aux Oscars et recevra un simple Oscar d'honneur en 2018. Maigre consolation. Toujours actif, on a pu le voir dernièrement dans le film de John Lee Hancock, Le téléphone de Monsieur Harrigan, d'après une nouvelle de Stephen King. What is that? A caper. No, Do you presume to tell us what is in this stock? it's a rat turd. A what? A rat turd. A caper. A rat turd. A caper. If it's a caper, eat it. Brooke Adams est né le 8 février 1949 à New York. Adams a d'abord fréquenté une école de ballet où elle apprend à danser avant de s'intéresser au théâtre. L'actrice commence sa carrière professionnelle au début des années 70 avec un petit rôle dans une série télévisée, puis sera à l'affiche d'une série B produite en 1977 pour un budget minuscule, Le Commando des Morts Vivants. C'est l'année suivante qu'elle se fera connaître du grand public avec Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, où elle aura pour partenaire Richard Gere, et bien sûr la même année dans L'Invasion des profanateurs. Parmi ses autres films marquants, difficile de ne pas évoquer Dead Zone, réalisé en 1983 par David Cronenberg, où elle interprète Sarah, la petite amie de Christopher Walken. La suite de sa carrière sera moins notable. Brooke Adams alternera films et séries télé comme Monk avec l'acteur Tony Shalhoub, qui se trouve être aussi son mari dans la vie. I followed him all day from one end of town to the other, and everywhere he went, he had these meetings with strange people. Felt so stupid sneaking around spying on him, but I can't talk to him. What can I do? Qu'il soit mathématicien vêtu de cuir dans Jurassic Park ou luttant contre l'extinction de la race humaine dans Independence Day, Jeff Goldblum est bien connu pour incarner des personnages excentriques mais attachants. Son sex-appeal et sa charmante cadence de parole l'ont fait aimer du grand public pendant des décennies. Mais Goldblum n'est pas seulement un acteur, c'est aussi un musicien talentueux, puisqu'il a commencé à jouer du piano jazz à seulement 14 ans et continue ce passe-temps encore aujourd'hui avec un groupe qui porte son nom. Jeffrey Goldblum est né le 22 octobre 1952 en Pennsylvanie d'une mère animatrice de radio et d'un père médecin. Après le lycée, le jeune Goldblum étudie le théâtre à New York et sa première apparition au cinéma se fera dans Un justicier dans la ville en 1974 dans un rôle de voyou. Suivront ensuite quelques petites prestations devant la caméra de Robert Altman et de Woody Allen avant d'enchaîner avec son premier rôle important dans L'Invasion des profanateurs. Le grand public le découvrira surtout dans la série policière Timide et sans complexe, diffusée en France en 1981. Retour au cinéma en 1983, où il incarne un journaliste de magazine miteux dans Les copains d'abord, premier film du scénariste Laurence Kasdan, qui fera de nouveau appel à lui pour Silverado en 1985. Mais son plus grand moment cinématographique est arrivé avec La Mouche de David Cronenberg, et qui lui a valu de nombreux retours critiques saluant son interprétation. Malheureusement, Goldblum a été snobé par l'Académie des Oscars, qui hésitait à nommer un film d'horreur. Durant toute sa carrière, il alternera grosses productions hollywoodiennes et projets indépendants comme le film français Mr. Frost, Thor Ragnarok, le raté Jurassic World Le Monde d'après, et la plupart des films de Wes Anderson, dont le dernier en date est Asteroid City. Inutile de dire que j'adore ce comédien iconoclaste, qui a en plus la réputation d'être particulièrement disponible et gentil avec ses fans. How can you say that about a man like Kibner? I'm not saying it about a man like Kibner. I'm saying it about Kibner. He dashes one of these things off every 6 months. It takes me 6 months to write one line sometimes. Why? Because I pick each word individually, that's why. What's so hard about that? Si Leonard Nimoy a laissé un impact éternel sur la culture pop grâce à son rôle emblématique de Monsieur Spock dans la série Star Trek, il était bien plus qu'un simple acteur. Leonard Simon Nimoy est né le 26 mars 1931 à Boston. Il a toujours eu un faible pour les arts du spectacle dès son plus jeune âge et a commencé son parcours en participant à des productions théâtrales locales. Avant Star Trek, Nimoy a fait de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision entre les années 1950 et 1960. Cependant, c'est son interprétation de Spock qui a propulsé l'acteur vers une renommée internationale. L'attitude stoïque du personnage, qui se mélangeront parfois à des conflits émotionnels,
a mis en valeur ses prouesses d'acteur et sa capacité à apporter de la profondeur à un personnage de science-fiction. L'après Star Trek se résumera principalement à des rôles dans des séries télé comme la saison 4 et 5 de Mission Impossible. Il affrontera également Columbo en 1972 dans Le Spécialiste, un des meilleurs épisodes de la série. Mais le talent de Leonard Nimoy s'est étendu au-delà du jeu d'acteur puisqu'il s'est aventuré dans la réalisation avec le film Star Trek 3 à la recherche de Spock et sa suite au message écolo Star Trek 4 Retour sur Terre, puis connaîtra un énorme succès en 1987 en réalisant le remake américain du film de Colin Serrault, 3 hommes et un couffin. Sa dernière apparition, avant son décès en 2015, sera dans le rôle qu'il a rendu célèbre, le Star Trek de J.J. Abrams en 2009. La boucle est bouclée. It's like there's some kind of hallucinatory flu going around. People seem to get over it in a day or two. All I can do is treat the symptoms. She's gonna be okay. Good night's sleep wouldn't hurt. Is it contagious? Matthew. Take her home to her boyfriend. That wasn't what I was thinking. I was just wondering whether the health department should look at it. Veronica Cartwright est née le 20 avril 1949 à Bristol, en Angleterre, et a commencé sa carrière en tant qu'enfant artiste dans de petits rôles, dont La Rumeur, un drame réalisé en 1961 par William Wyler. En 1963, alors seulement âgée de 14 ans, elle est choisie par Alfred Hitchcock pour jouer dans Les Oiseaux aux côtés de Rod Taylor et Tippi Hedren. Cependant, malgré le succès du film, on la verra principalement à la télévision au cours de la décennie suivante. Après une pause cinématographique de près de 10 ans, elle apparaît dans certains films emblématiques comme en 1974 avec l'étonnant mais peu connu Gros Plan avec Richard Dreyfuss. On se souviendra surtout d'elle pour son rôle dans Alien de Ridley Scott, qu'elle tournera juste après l'invasion des profanateurs. Elle a été initialement choisie pour jouer le personnage de Ripley, mais au dernier moment, le réalisateur lui a donné celui de Lambert. Autre prestation marquante en 1987 dans le film de George Miller, Les Sorcières d'Eastwick, ceux qui l'ont vu se rappelleront sûrement de la célèbre scène des noyaux de cerises. Au cours de sa longue carrière, l'actrice d'Alien a été nominée pour plusieurs prix dans des rôles acclamés par la critique, preuve de son immense talent. Denis Zetlin est né à Chicago en 1938. Il commence à jouer du piano à l'âge de 2 ans avant de tomber amoureux du jazz au lycée. Il a débuté sa carrière dans les années 60 en créant un jazz acoustique intime tout en continuant d'exercer sa profession de psychiatre. Des expérimentations avec l'électronique ainsi que des incursions dans la composition classique et le jazz rock ont alimenté son moteur créatif pour la bande originale de L'Invasion des profanateurs, qui restera son unique composition pour le cinéma, exténuée par l'énorme travail que cela a représenté pour lui. La musique a été enregistrée en juin 1978, une première édition est sortie en 2003, puis une version intégrale et remasterisée produite par le label Intrada a vu le jour cette année. Pour L'Invasion des profanateurs, Zetlin a écrit une musique pleine de dissonances et d'effets avant-gardistes, sans oublier de faire un petit clin d'œil aux productions d'horreur des années 1950. Sa partition électronique et acoustique pour orchestre symphonique et électronique fonctionne merveilleusement bien avec le film. Toutefois, en dehors du thème entendu dans le générique et de 2 ou 3 passages plus mélodiques, elle reste difficile d'écoute en dehors des images. L'affiche US et française gardent toutes les deux leur mystère avec ces personnages qui courent et leurs silhouettes qui se reflètent au sol sur l'affiche française et des personnages qui courent sur l'affiche US, mais avec cette fois leur ombre qui se détache nettement et au milieu les filaments extraterrestres. J'aime autant l'affiche française que l'américaine. Une variante a également été utilisée pour la promotion du film aux États-Unis, mais reste dans l'esprit de l'affiche originale.
Côté étranger, l'espagnol reprend l'affiche US, l'italienne et la portoricaine sont assez semblables, la seconde ajoutant là aussi des gens en train de fuir. L'allemande s'attarde sur le visage en miroir de l'acteur principal. L'idée du double ou du clone est clairement annoncée, comme sur l'affiche US, française et espagnole. C'est Robert H. Solo, alors producteur indépendant chez la Warner Bros., qui est à l'origine de la nouvelle version du classique que réalisa Don Siegel en 1956. Nous sommes en 1975, et après avoir essayé d'intéresser la Warner au projet pendant 1 an, il décide d'acquérir lui-même les droits détenus par le distributeur United Artists. Après de longues négociations, il les obtiendra en 1976 pour $10 000. Un changement de direction chez Warner conduit à un regain d'intérêt du studio pour le film, mais le service juridique se rend compte que United Artists avait aussi les droits du livre de Jack Finney, auteur de l'histoire sur lequel le film est basé. Nouvelle négociation entre Solo et United Artists qui prendra 1 an de plus. Pendant que les droits sont en cours d'élaboration, Warner débloque des fonds afin de débuter la pré-production, puis embauche W.D. Richter pour écrire le scénario. W.D. Richter est le talentueux scénariste du Dracula de John Badham, de Brubaker de Stuart Rosenberg et des aventures de Jack Burton de John Carpenter. Il passera derrière la caméra en 1984 avec le sympathique Les aventures de Buckaroo Banzai, où il retrouvera Jeff Goldblum. Philip Kaufman est embauché pour s'occuper de la réalisation, le scénario et le casting est validé et la production va pouvoir débuter. Mais l'échec public de la suite de L'Exorciste inquiète soudain la Warner, qui hésite à se lancer tout de suite dans un autre film d'horreur. C'est finalement la United Artists qui reprendra le projet suite au succès de Carrie qu'ils ont produit. Premier gros changement voulu par le scénariste et le réalisateur, l'action du film ne se déroule plus dans une petite ville comme dans l'original, mais à San Francisco, ville de résidence de Philip Kaufman. Autre changement par rapport à la version de Don Siegel, la fin. Elle reste ouverte et optimiste dans le premier film, tandis que celle de Kaufman est plus pessimiste. C'est Michael Chapman qui obtient le poste de directeur de la photographie. Chapman a débuté sa carrière comme cadreur, entre autres dans Les Dents de la Mer, avant de franchir le pas du côté de la photo. Belle filmographie en tant que chef opérateur, puisqu'il fera la lumière de Taxi Driver et Raging Bull de Martin Scorsese, Le Fugitif, Génération perdue, Randonnée pour un tueur, ainsi que plusieurs films d'Ivan Reitman, dont SOS Fantôme 2. Pour la partie son, Kaufman a fait appel à celui qui sera considéré comme un des plus grands concepteurs sonores pour le cinéma, Ben Burtt. Kaufman a choisi Burtt pour ses innovations en matière d'effets sonores sur La Guerre des Étoiles, pour lequel il remportera un Oscar. En plus de tous les sons d'ambiance autour de la menace extraterrestre, il a créé l'inoubliable et glaçant hurlement des pods en utilisant un mélange de cris de cochon et d'autres éléments dont il a le secret. Fan inconditionnel de la version de 1956, Philip Kaufman offrira à son réalisateur Don Siegel le rôle d'un chauffeur de taxi, ainsi qu'une petite scène sous forme de clin d'œil à l'acteur du film original, Kevin McCarthy. Le tournage débutera en février 1978 et se terminera fin avril 1978. Le budget de production était de 3,5 millions de dollars, ce qui est vraiment peu au regard de l'incontestable maîtrise technique du film et la qualité de ses effets spéciaux. L'Invasion des profanateurs sortira le 22 décembre 1978 aux USA, une date risquée car Noël n'est pas vraiment la meilleure période pour sortir un film d'horreur. Contre toute attente, ce choix sera payant puisqu'il remportera au final près de 25 millions de dollars, soit l'équivalent de 115 millions aujourd'hui. En France, on a pu le découvrir 6 semaines plus tard, soit le 7 février 1979. Il rassemblera seulement 250 000 spectateurs. Le film a été classé PG aux USA et interdit aux moins de 13 ans chez nous. Côté sexe ou nudité, juste 2 courtes scènes montrant la poitrine dénudée de l'actrice principale, mais elles sont ici justifiées. Quant à la violence, elle est plus psychologique que graphique. Le climat de paranoïa, plus 2 scènes plutôt terrifiantes pour l'époque, lui ont valu cette interdiction aux moins de 13 ans en 1978. Aujourd'hui, le film reste interdit aux moins de 12 ans, et c'est clairement justifié. Le remake de l'Invasion des profanateurs s'ajoute à la longue liste des films post-Watergate sortis dans les années 70 traitant du complotisme et de la paranoïa.
que ce soit Conversation secrète de Francis Ford Coppola, Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack ou l'excellent À cause d'un assassinat d'Alan J. Pakula, le moins connu de cette liste. Le film de Kaufman va peut-être un petit peu plus loin car la menace n'est pas concentrée sur un groupe de personnes. Ici, tout le monde devient suspect, même son propre compagnon. Un simple regard, un geste inhabituel devient une source d'inquiétude. Alors que l'original était une allégorie de la guerre froide, le remake est une allégorie de la perte de soi dans le monde moderne. Et c'est là une des forces de ce formidable scénario. Les gens agissent comme ils le feraient normalement, compte tenu des circonstances extraordinaires que présente le film. Le personnage interprété par l'excellent Leonard Nimoy, au passage on peut noter l'ironie de Kaufman d'avoir fait du personnage un psychiatre, subit une certaine sorte de transformation et il y a quelque chose de tragique là-dedans. Même chose dans l'histoire d'amour entre Brooke Adams et Donald Sutherland. C'est la perte de l'humanité qui fait peur, la perte de toute émotion ou empathie, pas seulement le fait qu'il soit assailli par des monstres ou par le monstre intérieur. En cela, je rapprocherai le remake de Philip Kaufman avec celui de The Thing de John Carpenter, réalisé 4 ans plus tard, car les deux films traitent finalement du même sujet, d'une manière plus viscérale dans The Thing et plus émotionnelle dans L'invasion des profanateurs. Kaufman a fait de San Francisco une ville menaçante, froide, à l'opposé de la petite bourgade du film de 1956 où tout le monde se connaît. La magnifique lumière sombre et fortement contrastée du directeur de la photo, Michael Chapman, avec un très beau travail sur les ombres, contribue à cette froideur. Nous sommes plongés dès le début dans une ambiance paranoïaque, bien aidée par la musique anxiogène du compositeur. Du premier regard peu engageant d'une institutrice jusqu'à celui inquiétant d'un prêtre faisant de la balançoire, un caméo de l'acteur Robert Duvall, en passant par l'utilisation de focales déformantes, sans oublier le travail subtil sur le son, le réalisateur veut que le spectateur soit le premier témoin de cette invasion. 2 idées toutes simples mais qui illustrent parfaitement l'intelligence de la mise en scène, car la mise en scène, ce n'est pas qu'une histoire de technique. Exemple avec cette séquence en apparence banale, mais qui provoque un certain malaise par la simple suppression des bruits d'ambiance, en ne gardant que les bruits de pas. I'll talk to you later, okay? Okay. What can I do? Nothing. Don't worry. Go on. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Il y a aussi ce moment un peu flippant où la caméra suit un homme qui traverse la rue en courant, visiblement effrayé, tandis que 2 autres personnes sur le trottoir d'en face semblent courir dans cette direction, même si bien sûr rien n'indique que c'est après lui, puisqu'on reste sur l'actrice principale. Joli plan séquence au passage avec ce panoramique suivi d'un travelling latéral. Les effets spéciaux de maquillage sont peu nombreux mais particulièrement réussis avec ce côté organique que jamais une image de synthèse ne pourra reproduire. Je pense bien sûr à cette séquence d'assimilation au milieu du film qui reste encore bien flippante 45 ans après. Là aussi, on peut y voir une similitude avec une des scènes de The Thing. Autre réussite à mettre au crédit de Kaufman, le casting. En effet, les couples formés par Donald Sutherland et Brooke Adams d'une part, et de Veronica Cartwright et de Jeff Goldblum d'autre part, nous touchent par leur simplicité et leur humanité. Devenu un classique et considéré par beaucoup de critiques comme le meilleur remake d'un film d'horreur avec The Thing et La Mouche, L'invasion des profanateurs est l'une des œuvres les plus oppressantes des années 70, dont le dernier plan restera encore longtemps gravé dans nos mémoires. He isn't my husband. It's someone who looks like him. He's an imposter. He's your husband. You know him and I know him. I had to wait until today because he has a scar on the back of his neck, and when his hair is long, you can't see it. Yes. He went to have a haircut today. And the scar was gone. No, it's still there. Of course it's still there. What did you expect? He's still Ted. Une première édition Blu-ray a vu le jour aux États-Unis en 2010 et en 2016 dans une qualité correcte, sans être exceptionnelle. Puis une version 4K a été éditée par Kino Lorber en 2021 avec une image très largement améliorée. En revanche, aucune piste française ni sous-titres. En France, il existe un DVD et un Blu-ray édité en 2021 par Rimini, mais d'après mes infos, l'image sur les 2 supports ne semble pas reprise de l'édition 4K, mais plutôt d'un Blu-ray MGM paru en 2016. C'est à ce jour la seule version disponible en version française et en version originale avec sous-titres français, en attendant une remasterisation à partir de la version 4K de Kino Lorber.
Petit indice pour le prochain film qui est français, une œuvre marquante qui a traumatisé des millions de spectateurs, dont moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez apprécié mon travail et activez la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines sorties sur la chaîne. A très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.